Je suis Hugo Bonnet, je suis le directeur général de CycleUp. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait 3 activités. On a une activité d'AMO et BET Réemploi. On intervient auprès de tout type d'acteurs de l'immobilier, sur tout type de projet, de la démol, de la réno, de la construction, sur des projets plus grands à l'échelle urbaine, auprès d'aménageurs, auprès de collectivités. Et on intervient des phases très en amont de diagnostic. Enfin, vous connaissez les AMO et les BET Réemploi. Noé sera là après, ils font aussi la même chose. Je pense que j'ai vu aussi quelques visages qui faisaient la même chose. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on fait du commerce de matériaux de réemploi. Et en particulier, dans ce commerce de matériaux de réemploi, on fait du reconditionnement d'équipements sanitaires. Et c'est de ça dont je vais vous parler particulièrement aujourd'hui. La troisième activité qui est peut-être que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est qu'on a une application de diagnostic PEMD qui s'appelle Diagit. Vous pouvez la télécharger, c'est assez facile. Elle est gratuite d'ailleurs pour les premiers moments d'utilisation. Vous pourrez diagnostiquer votre hôtel particulier parisien dans le 16e arrondissement. Ce sera hyper facile grâce à Diagit si vous voulez faire sa rénovation. En fait, avant de vous parler particulièrement de logistique, moi j'aimerais vous faire un espèce de dézoom sur la vie de CycleUp, puisque ça explique ce qu'on est aujourd'hui. En 2017, quand on s'est créé, on a monté une marketplace qui s'appelle cycleup.fr et qui permettait de mettre en relation des professionnels qui avaient des besoins en matériaux de construction de réemploi et des professionnels qui avaient des gisements de matériaux de construction, dont Jérôme a parlé tout à l'heure. Et le fonctionnement de cette marketplace était basé sur ce qu'on appelle le flux tendu. On allait d'un chantier de déconstruction ou de réno à un chantier de construction et de réno. Au fur et à mesure, on s'est quand même rendu compte que à partir de 2022, ça n'a pas explosé comme on voulait. On s'attendait vraiment à avoir du flux. Je me souviens d'un codir en fin 2022 où c'était notre mot d'ordre. C'était du flux. Et en fait, ce passage à l'échelle, il est pas intervenu. Donc, on a commencé à se poser des questions et se rendre compte que peut-être que le flux tendu, c'était peut-être pas exactement la bonne solution. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de respecter le planning d'un chantier. C'est l'enfer. Respecter le planning de 2 chantiers qui veulent se concorder, c'est encore plus l'enfer. Donc, on s'est dit, tiens, on a une opportunité à Saint-Ouen, on a un site sur lequel on va pouvoir installer une plateforme logistique pour pouvoir faire ce fameux intermédiaire entre 2 sites, pour pouvoir résoudre cette période tampon dont parlait Jérôme tout à l'heure, qui permet d'aligner 2 sites, un de réno et un de construction, pour pouvoir faire un peu aussi de rassemblement logistique, de pouvoir faire du rassemblement de commandes, un peu de vérification de quantité. Cette plateforme-là, on a décidé de la faire multimatériaux. Je coupe un peu les 1 an et demi d'existence de cette plateforme, on s'est vautré complètement. On a perdu un fric monstrueux. La raison, elle est assez simple, c'est que logisticien, c'est un métier. Et c'est un métier qui est basé sur des détails. Je pense que Jérôme l'a très bien expliqué, sur des espèces de marges qui sont capables d'être faites sur des coups de fourche, sur de la massification. Et en fait, nous, on n'avait toujours pas réussi à atteindre ce truc-là. Et lorsqu'on faisait du négoce et donc qu'on achetait des matériaux, qu'on les stockait un peu chez nous et qu'on les revendait derrière, on n'avait pas une marge suffisante pour couvrir tous les coûts. Donc, plutôt que de faire ça, on a fermé en fin 2023, on a arrêté de faire du multiflux. On a suivi l'exemple de Mobus, dont Noé vous parlera après, et on a décidé de faire du monoflux. Et surtout, plutôt que de faire juste de la logistique, de ramener de la valeur ajoutée sur le matériau. Et c'est là qu'on a commencé à faire du reconditionnement d'équipements sanitaires à Noisy-le-Sec. Et on a ouvert à partir de fin 2023. Sachez que ce site-là, on avait décidé de le faire en reconditionnement de sanitaire, mais on avait aussi eu envie, même si c'était du monoflux, de se dire finalement, plus tard, on va pouvoir ouvrir d'autres filières sur le même site. Et on les a expérimentés. Donc ça, c'était en 2023. En 2023, on a aussi du coup associé à ce site-là, parce qu'on n'avait pas assez la place. C'était un site qui était à Noisy, 600 mètres carrés. Merci. Et on a dû mettre un autre site de stockage déporté à Aulnay-sous-Bois. Là encore, on s'est foiré. Faire 2 sites, gérer 2 sites, l'un avec un atelier de reconditionnement et l'autre le site de stockage, ça nous a amené, nous, dans notre méthode, beaucoup trop de frais de déplacement. Et en fait, ce n'était absolument pas pratique. Ce qui m'arrive à la conclusion de qu'est-ce qui s'est passé en 2025. La première chose, c'est qu'on a arrêté la marketplace.
parce que faire du flux tendu, ça ne fonctionnait toujours pas. On l'a concentré sur juste vendre des produits reconditionnés, même si ce n'est pas notre canal de vente principal. Et on a fermé notre site de Noisy 1 et fermé notre site de Noisy et de Aulnay, et on en a rassemblé en un seul gros site logistique et de reconditionnement qui est aujourd'hui toujours à Noisy, qu'on appelle Noisy 2, et qui lui, du coup, permet de commencer à développer l'activité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? Noisy-le-Sec, ça a été en 2023 700 unités reconditionnées, en 2024 3000. Cette année, on va faire un peu plus de 4005 et l'année prochaine, on vise 7000. Vous voyez que la production augmente et surtout, nous, on a une logique où, au final, on a besoin d'être proche de nos chantiers. La logistique est quelque chose qui coûte très cher pour nous. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on achète des gisements bruts, qu'on les amène chez nous, la moitié du coût de ce gisement, c'est la logistique. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Donc, on a besoin d'être proche des chantiers. Donc, en parallèle, on va ouvrir localement. Donc, un premier atelier à Léquin qui ouvre dans le 59, là, en novembre, avec un objectif de 4000 unités en 2026 avec notre partenaire Vita Service. Et un autre à Vénissieux de 4000 unités aussi avec notre partenaire Sphère. Voilà. Et donc, cet ensemble va permettre de faire 15 000 et de pouvoir rayonner localement. Bon, je vois que le temps court. Juste, je vous montre quelques photos de ce que c'est que notre atelier. Après, il est visitable. Donc, à la fin, je crois qu'on pourra lancer des liens et vous pourrez venir le visiter. Alors, ce sera le nouveau. Ce sera celui qui sera à Noisy 2. Et donc là, vous avez toutes les étapes de nettoyage, de finition, de changement des pièces d'usure et de reconditionnement. Juste, pourquoi des sanitaires reconditionnés ? Derrière tout ça, il y a quand même une histoire de... On est en train de faire ça en France, on a des produits qui sont garantis, on a des produits dont on mesure l'impact carbone grâce à notre partenaire Rainbow qui s'appelle Pluriverse. Et après, on a toute une traçabilité qui est assurée via un ERP qu'on a mis en place dans notre site qui nous permet de vraiment être capable de gérer depuis le gisement jusqu'au final pour pouvoir aussi rentrer dans une véritable logique industrielle puisque vous l'avez compris, notre mot d'ordre à nous, pour pouvoir passer un cap, c'est plus la marketplace de chantier à chantier, c'est l'industrialisation des process. Juste pour vous dire comment est-ce qu'on fait pour collecter les gisements. Aujourd'hui, on collecte les gisements soit sur des gros chantiers, donc c'est ce qu'on fait par exemple ici. Donc vous ne le voyez pas très bien, mais c'est sur un projet, il y a ici il y a une zone de dépose pour Cycle Up qui a été mise en place, soit on le fait dans ce qu'on appelle des agences. Aujourd'hui, des agences, il y en a 3 qui existent. C'est Acorus qui a 2 agences, une à Gennevilliers et une à Croissy-Beaubourg qui nous permet de le faire. Et ça, c'est Iprema qui a mis sur son espace artisan, je ne sais plus où c'est, un point de collecte. Ça, c'est pour gérer ce qu'on va appeler du petit flux. Imaginez, vous êtes une petite agence et en fait, vous êtes un chantier, surtout dans le cadre de rénovation de logements. Donc, vous êtes dans le cadre de rénovation de logement, vous avez la capacité de venir, en fait, vous allez faire un WC, 2 WC. À un moment, on ne peut pas faire un WC et ensuite le ramener à Noisy-le-Sec. Il faut passer par un intermédiaire. Donc ça, c'est ce qu'on fait ici. Derrière, nous, pour pouvoir optimiser la logistique, on a besoin d'avoir potentiellement une plateforme de stockage intermédiaire qui va faire la collecte d'agence en agence. On met en place un système de tournée. Si on rajoute à ça la possibilité de venir sur un chantier de réhabilitation et de venir, encore une fois, placé par une plateforme de stockage. Pourquoi ces 200 unités ? Parce que ce n'est pas un hasard, 200 unités, c'est 33 palettes. C'est le moment où la logistique est optimisée. Je fais des petits trajets qui m'amènent sur des points de stockage temporaires, qui m'amènent à un point de stockage un peu plus grand, qui m'amènent à optimiser ma logistique tout au long. Et donc, c'est derrière comme ça que nous, on est capable de s'approvisionner sur notre site. Ça, si on est en Île-de-France, je n'ai pas besoin de plateforme de stockage temporaire, puisque je peux aller directement via mon site à Noisy-le-Sec. Sauf que nous, on a un objectif de venir collecter des gisements. On a besoin de le faire d'un point de vue massif sur toute la France. D'où cet intérêt. Pourquoi ? Donc au final, on a un schéma qui est comme ça. Là où je voulais en venir, et juste pour conclure ce qui se passe, parce qu'après on va vous laisser le temps de faire quelques questions, c'est que vous vous rendez compte que ça, c'est complexe à mettre en place. Et puis, ça met beaucoup, il y a quand même beaucoup de coûts. Ça explique pourquoi est-ce que la moitié de notre coût est un coût de logistique. Sauf que, il faut quand même se rappeler que nous, ce qu'on fait, c'est de l'économie circulaire. Et que ça, c'est un schéma qui est presque linéaire. Donc, si derrière, je suis capable de combiner ça avec de la livraison, j'ai quelque chose avec des flux dans tous les sens qui sont capables de partir de notre site avec des produits reconditionnés,
d'aller livrer les plateformes et les chantiers de réhabilitation avec des produits reconditionnés, de récupérer les gisements bruts, de les ramener, etc., etc. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut être capable quand même d'avoir des flux qui sont assez massifs. Nous, on n'est qu'un début. Et donc, c'est toute la complexité de trouver les bons interlocuteurs, les bonnes boîtes. On bosse avec Bataillog, on bosse beaucoup avec Syneo. Moi, je crois beaucoup au rôle de Syneo dans ce schéma-là. Ils sont là, hein. Je regardais Pierre-Paul, c'est pour ça. Et je crois beaucoup dans cette massification parce que ici, moi, je parle que de toilettes, mais en fait, sur tous ces projets, il y a plein d'autres choses. Il y a de la robinetterie, il y a de la luminaire, il y a du revêtement de sol. Et donc, de pouvoir générer tout un écosystème d'acteurs du réemploi autour de ces systèmes logistiques nous permettra de gagner du temps et à un moment de pouvoir optimiser nos coûts. Merci à vous. Est-ce que c'était clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors, oui, c'est une très bonne question. Nous, la manière dont on l'a traité, c'est qu'on va à l'échelle du groupe de plombiers, pas à l'échelle aujourd'hui du plombier unitaire. Et donc, il le valorise via... C'est pour ça que c'est chez Acorus et chez Iprema. C'est que c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, c'est les plombiers Acorus qui viennent poser là-bas. Donc, il le génère à l'échelle de la boîte. Mais ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est que nous, on distribue nos produits chez CDO, par exemple, qui est un distributeur. Moi, mon rêve, c'est que chez CDO, sur chacune de ces agences CDO, il y ait des lieux de stockage tampons sur lesquels on est capable de venir positionner des gisements bruts. Du coup, la manière dont ce serait fait, c'est qu'à un moment, si le plombier il vient poser, il faut qu'il ait un intérêt. Donc, on est en train de réfléchir à un système où, déjà, il a un bon de traçabilité, et d'autre part, il a un bon d'achat chez CDO, puisque ces gisements, on les achète. Donc finalement, le système qu'on aimerait mettre en place, c'est pour chaque sanitaire venu et posé, vous repartez avec un bon d'achat de 10 € chez CDO. CDO, ça les arrange parce que du coup, ils vont acheter sur l'agence qui est juste à côté. Et c'est comme ça qu'on essaye de fédérer les choses. Ça répond à ta question ? Oui. Quand vous posez une question, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît comme ça ? Mais du coup... Claire Coiffé, Société Quai-de-Rousse, avec nous environnement. Merci. Véronique Mounier, moi je suis responsable développement durable à Paris La Défense. Et quand vous dites qu'il faut que les gisements soient pas trop loin de votre plateforme, ça veut dire quoi pas trop loin? Aujourd'hui, nous, 30 km. on a tellement besoin de gisements qu'on va les chercher à Bayonne. Voilà. En fait, je vais parler en coût. C'est idéalement, moi j'aimerais que toute la logistique me coûte moins de 3 € par gisement. Voilà. Et donc moins de 3 €, en fait, il y a un peu de stockage, il y a un peu de transport, etc. Disons que le chantier à Bayonne, on y allait parce qu'il y avait 150 unités. Voilà. Mais donc tout est... Sur des ordres de grandeur de 1 ou 2 km, de toute façon, toujours... Ah non. Non, c'est pour ça que je dis que dans ce schéma-là, ici, en Ile-de-France, il n'y a pas de plateforme intermédiaire. En Ile-de-France, tout arrive directement sur notre site. Et on s'en sort. C'est plutôt échelle région. C'est ça. Oui. Bonjour, Antoine Padilla, chargé de mission de déchets au Parc naturel régional du Gâtinais. Je me posais la question par rapport à votre plateforme de regroupement chez Iprema. Le cahier des charges de ce que les gens peuvent y mettre, c'est vous qui l'avez construit ou l'avez construit avec eux ? Non, c'est nous qui l'avons construit tout simplement parce que c'est le nôtre. Donc en fait, on ne le voit pas, mais ici sur les affiches, il y a exactement ce qui est accepté comme type de produit, où on montre les défauts qui ne sont pas acceptés. Voilà. Et nous, comment on fait pour récupérer ça ? Parce que ça, c'est le bordel. Hein. En fait, on a les logisticiens avec qui on bosse, c'est aussi des logisticiens un peu particuliers. Ils sont capables de venir faire le tri et le conditionnement de ces palettes. Alors, on bosse avec les Reapers, Try and Collect qui sont juste là d'ailleurs, je crois, pour pouvoir faire ça, et avec d'autres entreprises. Mais ça, c'est un nouveau métier. C'est que du coup, c'est pas que du transport, c'est aussi un peu de plus. Okay. Et est-ce que vous cherchez d'autres points de collecte ? On en cherche partout. Non, mais c'est pour ça que je parlais de CDO tout à l'heure. Le nouveau site à Noisy-le-Sec, il est chez Point P. Donc,
En fait, nous, il nous faut juste des points d'agence avec de la logistique intégrée. Le grand avantage de Point P, c'est qu'ils ont des agences un peu partout et qu'ils ont leur propre boîte de transport. Et que si en plus on est capable de mutualiser derrière des chantiers où eux, ils approvisionnent des chantiers avec tout leur parpaing, etc. Et nous, on vient récupérer les gisements derrière, en fait, on a gagné. Sauf que ça, c'est on est en train de faire bouger une grande machine. Mais s'appuyer, on en parlait tout à l'heure, s'appuyer sur un réseau et sur un système déjà existant, les agences, les distributeurs, les boîtes de logistique, en fait, c'est comme ça qu'à mon sens, on va être capable de passer une étape. Eh bien, merci. Ah, oui, une dernière, Martine. Vasquez de la métropole du Grand Paris. Bonjour. Moi, j'ai une question. Sur votre plateforme, les produits restent combien de temps en moyenne, juste pour avoir un... Il reste 3 mois, à peu près. Alors, sachant que nous, on fait 2 prestats, on fait de l'achat-revente et on fait aussi de la prestation de reconditionnement. C'est-à-dire que le produit reste propriétaire du maîtrise d'ouvrage ou de l'entreprise. On les amène chez nous, on les reconditionne, on les stocke et là, on les renvoie chez eux. Et donc là, nous, on fait payer le stockage. Je suis très transparent, c'est du stockage, c'est un coût. Et c'est entre 3 et 6 mois. Et tout ça, c'est fait en propre ou vous sous-traitez ? Non, ça, c'est tout chez nous. Noisy-le-Sec, tout chez nous. Et après, c'est les systèmes qu'on a à Léquin et à Vénissieux. C'est un système de franchise avec des entreprises d'insertion qui sont Vitapi Service et Sphère. Mais le gisement nous appartient tout le long. Par contre, le transport, il est sous-traité. Sous-traité, pardon. Oui, alors peut-être que ça, c'est le schéma qui manquait. Donc en vert, c'est ce qu'on fait nous, et en bleu, c'est ce qui est sous-traité. Parce qu'on peut aussi être capable de venir faire la dépose sélective dans certains cas. Ok, merci. Une question. Oui. Maxime qui est ingénieur, Institut Paris Région. Comment vous assurez physiquement la traçabilité de vos produits par des QR codes ou... Non. Aujourd'hui, le système dans lequel on est, c'est la fiche de traçabilité, elle a la palette. Et donc, on a une fiche de traçabilité avec la palette avec un numéro de référence. Le numéro de référence, c'est celui qu'on retrouve dans notre ERP. Demain, on aura des QR codes avec des petites zapettes. Mais le système de traçabilité au produit, moi, je n'y crois absolument pas. Il faut que ce soit... C'est impossible. Sur la toilette, on pourrait le faire parce que ça reste du produit unitaire. Essayer de faire de la suivi de traçabilité au produit sur de la moquette, ou si on va commencer à mettre des QR codes sur toutes les moquettes, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut réfléchir en termes d'espace. La palette, la pièce, ce genre de choses. Mais la palette disparaît à un moment. Oui, mais le gisement reste au niveau de la palette. Et ensuite, nous, on est capable de savoir que le produit, quand il arrive quelque part, en fait, tout l'enjeu, c'est de pouvoir dire, si j'ai un défaut sur un produit, je suis capable de remonter toute la chaîne. Et bien, en fait, nous, comme on sait quelle palette a été envoyée, on est capable de remonter toute la chaîne. Ça va ? Ben, merci beaucoup. Donc, je suis Noé Bache, le cofondateur de Mobius Réemploi. Je me permets juste de rebondir sur la question du QR code, puisqu'en fait, elle est hyper intéressante là-dedans. Ça a 1000 fois la puissance, 10 000 fois la puissance de la fusée qui a envoyé 3 personnes sur la Lune en 1969. Ils avaient besoin de 1 10 millième fois la puissance de ce qu'on a aujourd'hui pour faire Instagram, Facebook et ainsi de suite. Donc en gros, il y a un excès d'information, il y a un excès de puissance en fait qui se fait. Aujourd'hui, on est tous pour la décarbonation, mais les émissions carbone n'ont jamais diminué en fait dans le monde. Et en fait, il y a cet effet rebond en gros sur, c'est pas une critique, mais en fait dans la complexité de ce qu'est déjà le réemploi, avoir une identification matériau par matériau, c'est extrêmement complexe et c'est extrêmement demandeur en fait d'énergie pour finalement une information est-ce qu'elle est bien nécessaire en fait. Et je reviens un peu exactement au BIM où tout le monde se dit tiens, je vais avoir ma maquette BIM, je vais mettre toutes les informations du réemploi là-dedans. À quoi bon payer autant d'argent, dépenser autant d'énergie pour un résultat qui finalement peut tenir sur un catalogue ou je ne sais quoi, ou un coup de fil ou dans la mémoire des gens. Bon bref, je démarre de manière provocatrice par ça volontairement ou involontairement. Du coup, Mobius, on est qui ? Donc on est spécialisé dans le réemploi de matériaux de construction. Aujourd'hui, on est 25 environ et en fait, on a la particularité d'être séparés en 3 entités juridiques et c'est complètement volontaire. C'est d'une part pour séparer les risques. Si vous mettez tout en fait dans le même panier, en gros c'est si l'industrie ne fonctionne pas, l'industrie c'est beaucoup plus lourd, ça peut vous emmener très loin et ça peut
embarquer le conseil avec. Après, effectivement, le conseil peut aussi financer l'industrie. Nous, c'est des choix effectivement qu'on a fait que on silote tout ça et il faut que chaque entité soit rentable. Donc le conseil, comme beaucoup d'AMO, maîtrise d'œuvre, réemploi, c'est un ancien métier. On fait du diag, on va conseiller ingénieurs, architectes, maîtrise d'ouvrage public comme privé à déconstruire plutôt que de démolir et à intégrer des matériaux issus du réemploi plutôt que des matériaux neufs. On va surtout parler de la partie industrielle aujourd'hui. Donc très rapidement, on s'est dit que ce qu'on préconisait, en fait, il n'y avait pas grand monde en fait, pour le faire. On remonte à 7 ans. Et donc on s'est dit, tiens, il fallait lancer justement une usine qui reconditionne ces matériaux-là. Et on a démarré par le faux plancher technique. Pourquoi le faux plancher? Déjà, pourquoi le bureau plutôt que le logement? Dans les logements, il y a 1000 matériaux et sur chacun de ces 1000 matériaux-là, il y a 1000 références parce que c'est les goûts et les couleurs. Le bureau, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a rien d'autre qui ressemble plus à un bureau qu'un bureau. Si vous regardez le second œuvre, il y a 10 matériaux et globalement, tous les fabricants fabriquent à peu de choses près la même chose. Il y a 3 fabricants de faux planchers en France. Ils fabriquent tous la même chose. C'est du faux plancher 600-600 en bois aggloméré qui fait entre 30 et 38 mm d'épaisseur. Donc quand vous récupérez ces matériaux-là, c'est extrêmement simple parce qu'ils sont homogènes, ils se ressemblent tous. Ils sont facilement posables, donc facilement déposables. Ils coûtent cher et ils sont très carbonés. Donc c'est le matériau parfait en fait pour être réemployé. Et a priori, on a eu le nez creux sur cette chose-là. Et donc aujourd'hui, nous, alors à l'inverse de Cycle Up, on se développe sur le multimatériau. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, ou si la vérité se trouve au milieu, mais j'espère. Enfin, des Belges sont venus nous voir en nous disant « Tiens, c'est marrant ce que vous faites sur le faux plancher en France. Nous, ça nous intéresse de faire copier-coller au Benelux. » Donc aujourd'hui, on a ouvert une usine à Bruxelles et qui reconditionne du faux plancher depuis un petit mois maintenant. Donc toujours sur la même logique, on récupère au Benelux, on reconditionne à Bruxelles et ça repart au Benelux. Bref. Tout ça pour dire, d'un strict point de vue logistique, puisqu'a priori on est là pour ça, comment ça se passe avec l'exemple en fait du faux plancher. Donc dans ce schéma, effectivement, Hugo, tu l'as encore très bien dit, en fait c'est plein de petits métiers en fait le réemploi. C'est pas juste savoir récupérer, c'est pas juste savoir reconditionner, c'est 10 boulots les uns derrière les autres. Il faut hyper bon dans chacun de ces boulots-là. Pourquoi, encore une fois? Parce que le réemploi, aujourd'hui, c'est plus cher que le produit neuf. C'est très difficile à faire passer à des clients en se disant « mince, c'est un produit d'occasion que j'achète 15, 20, 30% plus cher ». Alors que non, c'est pas de l'occasion, c'est du reconditionné. Et il y a très peu de chances pour que le réemploi soit le moins cher que le neuf un jour. En revanche, je crois plus que le neuf a de fortes chances à être plus cher que le réemploi aujourd'hui parce que augmentation du prix de la matière, de l'énergie, vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Bref, vous lisez les journaux. Tout ça pour dire, notre boulot, notre premier, c'est de trouver des opérations. Alors encore une fois, et je vais y arriver, soit on fait de la fourniture, dans ce cas-là, il faut qu'on aille chercher tout le réemploi libre de France et de Navarre, soit il vient directement dans notre usine parce qu'il y a un client qui est propriétaire de ce faux plancher-là qui a envie de le réemployer. Toujours est-il qu'il y a un process de déconstruction, donc pareil, matériau par matériau, il est relativement bien décrit et il faut que ces entreprises de curage des constructions s'y conforment. Donc on fournit des palettes, on récupère du faux plancher, c'est uniquement du faux plancher intègre, ce ne sont pas les dalles de rive qui sont découpées parce qu'on ne peut rien en faire. Donc ces planchers-là sont empilés les unes sur les autres sur ces dalles. Si vous êtes sur du 30 mm, vous en mettez 40. Si vous êtes sur du 38, vous en mettez 32. Et après, tout ça est cerclé pour qu'il puisse être transporté jusqu'à notre usine. Pour précision et de la même manière, le transport, il est sous-traité. Pourquoi ? Parce que c'est un métier, tout simplement, et parce que ça ne coûte pas très cher finalement le transport par rapport aux investissements qui sont nécessaires. Un semi-remorque, l'ordre de grandeur, c'est 200 000 € de mémoire. Enfin, nous, on n'a pas l'argent et on ne pourra pas occuper en fait, quelqu'un toute la journée, tout au long de l'année pour faire du transport. Nous, c'est grosso merdo, il y a entre l'aller et le retour, il y a entre 2 et 3 transports dans la journée. Donc c'est très difficile en fait, à rentabiliser alors qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Là, on arrive dans notre ancien chez nous. Pourquoi pas des photos du nouvel entrepôt? Parce qu'il est beaucoup moins joli que celui-ci. Donc du coup, mais la logique est stricto sensu la même. Il y a beaucoup de stockage, il y a un peu d'espace de reconditionnement sur le faux plancher. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est à peu près 200 m² d'espace de reconditionnement. Et après, il y a à peu près 1300 m² d'espace de stockage de faux plancher. On avait 3500 m² à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on avait une grande chance d'avoir accès à du foncier pas cher.
en convention d'occupation précaire. En toute transparence, en Ile-de-France, c'est quasi impossible en fait d'avoir une activité de réemploi si vous n'êtes pas en COP ou si vous n'avez pas un loyer modéré. C'est pas possible en fait de payer, enfin d'avoir un modèle économique qui tient avec le 110 ou 120 euros du mètre carré annuel. Il faut plutôt tomber, en fait, dans l'idéal, il faudrait tomber sur, je pense, 50 euros du mètre carré annuel, ce qui est quasi impossible en fait en Ile-de-France. Mais ce qui est possible à 200 km de Paris. Je pense que c'est un peu un vœu pieux d'avoir vraiment des usines du réemploi qui s'installent en Ile-de-France pour cette raison-là. Au même titre, hein, les fabricants de faux planchers, ils ne sont pas en Ile-de-France, ils sont encore une fois à au moins 200 bornes de Paris parce que le foncier n'est pas cher. Et que le foncier, c'est quand même une grosse partie du coût du réemploi. Donc, je reviens, convention d'occupation précaire, c'est très bien, on a des loyers modérés, mais on ne peut pas y rester ad vitam aeternam. Donc ce faux plancher-là, il faut le reconditionner. Le faux plancher, il subit deux formes d'usure. La première, c'est que, en gros, quand vous allez poser votre moquette sur votre faux plancher, vous allez faire couler donc justement de la colle sur ces dalles-là pour poser la moquette, mais cette colle va couler entre les dalles, donc en gros, elles vont rester collées, enfin elles peuvent rester collées durant 5, 10, 15 ans. Donc au moment en fait où vous allez retirer ce faux plancher-là, vous avez, je rentre très dans les détails, hein, vous avez justement votre champ qui est en aluminium ici, qui va se décoller de lame en bois, donc il faut réagrafer, donc ça c'est la première des actions. Et la seconde, en fait, c'est vous avez de la moquette qui est collée en surface ou de la colle qui est persistante. Et donc, du coup, il faut faire du travail de brossage, de ponçage sur la surface pour que vous retrouviez votre 38 ou votre 30 mm avec des machines qui sont rien d'autre que des machines de menuiserie des années 70. Hein. Enfin, j'aime beaucoup dire, on n'est rien d'autre que des industriels, une PME familiale des années 70. Quoi. C'est rien d'autre que ça. Quoi. Après, c'est repalettisé, c'est stocké. Pour anticiper la question de la durée de stockage, c'est stocké entre 3 et 18 mois suivant l'utilité. En gros, c'est si on a la chance de trouver en gros du stock disponible. En général, on trouve un acheteur assez rapidement. Si c'est une foncière qui est en train de réhabiliter son bâtiment de bureau à la Défense ou quai d'Austerlitz, on va les stocker entre 12 et 18 mois, ce qui est le temps entre la dépose, le reconditionnement et la repose future lorsque les travaux en fait, à de grosses œuvres de façade auront été effectués et qu'on s'attaque au second œuvre. Donc voilà, là on avait beaucoup d'espace de stockage. Aujourd'hui on en a beaucoup moins, mais on fait beaucoup de stockage déporté. Et mine de rien, ça coûte à peu près aussi cher. Vous payez un peu plus au mètre carré, mais en gros c'est eux qui s'occupent en fait des fameux coups de fourche, c'est-à-dire de sortir les palettes du camion, d'aller en fait faire tout le transport dans l'usine, dans l'espace de stockage, voire de les gerber les uns sur les autres. Donc en fait, bon an mal an, ça revient pas beaucoup plus cher en fait de faire du stockage déporté de longue durée, et surtout en fait ça vous permet d'être flexible en fait sur la taille de votre stockage, qui ne vous aurait pas été permis si vous preniez 5000 m² en fait d'un coup. Et autre chose également, on parle rentabilité, mais on parle également trésorerie. Si vous allez en fait louer un fort espace de stockage, vous avez plus d'argent en fait à débourser au départ. Et donc après c'est reposé. Bref, vous connaissez. Aujourd'hui on a à peu près posé 400 000 m², quelque chose comme ça depuis 6-7 ans. J'aime pas trop compter le temps. Petit point de détail. Là, ce que vous avez, c'est la répartition en gros de notre production entre fourniture et services. Et ça raconte quelque chose. Au départ, en fait, les clients se sont rendus compte que finalement, ils préféraient donner des matériaux parce que faire du réemploi, avoir des matériaux d'occasion chez soi, il y avait encore un biais culturel qu'il fallait dépasser. Sauf que très rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient propriétaires de leurs économies carbone futures et qu'effectivement, le faux plancher, c'est très carboné. Donc très vite, ces foncières-là, donc maîtrise d'ouvrage privée, nous ont demandé justement donc, de faire déposer le faux plancher, que ça passe chez nous pour être reconditionné, stocké, réassuré, et puis après réintégré sur le même bâtiment. Donc ce qui fait que avant on était fournisseur et aujourd'hui on est société de services de reconditionnement quasi exclusivement. C'est tout. Donc du coup, on est passé à multimatériaux. Pourquoi donc c'est un peu ce que je disais avant. Ça c'est un peu toutes les étapes d'une entreprise de reconditionnement. Il faut avoir de bonnes relations avec les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre. Il faut être bon en sourcing, c'est-à-dire savoir discuter avec des entreprises de déconstruction. Il faut savoir négocier le foncier, il faut savoir s'occuper de la logistique, avoir les bons partenaires. Il faut être bon en reconditionnement et en RH, puisque c'est pas,
Le type de collègue que j'avais l'habitude d'avoir venant de bureaux d'études, par exemple, c'est un autre métier et c'est plus difficile quand on vient du milieu de la conception que quand on vient du milieu des travaux, de savoir gérer une équipe, tout simplement. La question de la maintenance en fait, des appareils que vous avez, la question normative et assurantielle, comment est-ce que vous assurez ces éléments-là. Parenthèse, nous sur le faux plancher, comme ça peut être le cas sur la brique, mais pas sur des éléments comme par exemple des portes où on se met d'accord avec le bureau de contrôle qu'un simple test visuel pour une porte, c'est OK, comme ça peut être le cas pour un sanitaire ou pour un lavabo. En revanche, pour des briques, où il y a un petit aspect quand même sécuritaire comme le faux plancher, là on se dit, on regarde la norme, elle dit quoi sur le faux plancher? Elle dit rupture, charge, feu électromagnétique, acoustique, et on va faire en fait des tests sur chacun des gisements de nos dalles. Et si ces tests-là sont positifs, derrière, notre assureur nous assure en décennale sur ces produits. C'est un peu la méthodologie qu'on a aujourd'hui sur chacun de nos produits. Et bien sûr, la question du stockage et de son coût, et la FDES qui, mine de rien, en fait, bon, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, et c'est pas vulgaire, c'est que sans la RE 2020 ou sans le label BBCA, on n'aurait pas existé. Enfin, on n'aurait pas émergé en tout cas, parce qu'on était plus des gens qui vendaient de l'économie carbone que des gens qui vendaient du réemploi pour atteindre justement ces certifications-là, ou pour le rapport RSE, ou pour faire plaisir aux banquiers qui vous prêtent de l'argent. Très clairement, et ça, faut l'avoir en tête. C'est pas le meilleur des leviers, mais c'est clairement un levier au-delà de la simple conviction environnementale. Du coup, on s'est dit qu'on allait se lancer dans le multimatériau. Donc aujourd'hui, on développe un atelier de céramique, menuiserie minérale et électricité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va pas se mentir, hein, le milieu de la construction et de l'immobilier, c'est pas quand même le secteur économique qui marche le mieux en ce moment. De deux, il y a quand même de plus en plus de concurrence. De trois, nous, on est sorti d'un cycle de 5 ans où on avait emprunté de l'argent qu'on a complètement remboursé parce qu'on a trouvé le modèle économique. Et donc, du coup, là, on repart sur 5 ans pour justement se dire que ce qu'on a réussi à faire sur le faux plancher, on aimerait bien qu'il soit viable sur d'autres matériaux, donc que ce soit aussi simple d'acheter du lavabo, des sanitaires, du parquet issu du réemploi, comme du faux plancher. Donc effectivement, donc ça c'est ce que je précisais. Voilà un peu l'intégralité des matériaux auxquels on s'intéresse. On réfléchit à effectivement un partenariat avec Cycle Up pour la partie céramique, puisqu'ils savent déjà bien faire, et comme vous l'avez vu, ils sont déjà bien avancés là-dessus. Donc l'idée en tout cas, c'est de se dire que plutôt que d'accepter une forte variabilité en entrée de matériaux quand vous êtes monomatériaux, nous on se dit que une semaine on va faire du parquet, l'autre semaine on va faire du faux plancher, après on va faire du dallage, du pavage autour d'une équipe, et on pense que ce modèle-là peut fonctionner, et on verra ce que l'avenir nous dira. Voilà. La présentation qui va suivre est largement inspirée de ma dernière aventure chez General Metal Réédition, que certains d'entre vous connaissent. Mais ça me permet de m'exprimer au nom de toute la filière, de tous les acteurs qui sont encore assez rares du réemploi de l'acier, enfin plus précisément du réemploi de structures métalliques et de serrurerie. Alors, pour moi, le réemploi sur ce matériau-là, c'est 4 points principaux. C'est déjà la multiplicité des sources, c'est-à-dire les différents endroits où on va aller chercher les gisements. Évidemment, le sujet du stockage, le sujet de la requalification et du reconditionnement. Et enfin, la logistique est aussi un vrai sujet d'organisation et de stratégie. On est tous d'accord, c'est bien, sur le diagnostic. On a tous les mêmes sujets. Effectivement, c'est rassurant. Mais la seule chose qui diffère par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est que je dirais size does matter pour l'acier, parce qu'effectivement, quand vous êtes sur des poutrelles de 7-8 mètres qui font plusieurs tonnes, etc., ça change quand même beaucoup de choses par rapport à des toilettes ou à des éviers. Donc c'est pas neutre du tout en termes de logistique. Alors, juste un petit point sur ce qu'est un métallier traditionnel. La logistique, quand on fait du neuf, elle est très limitée en fait, parce que on achète auprès d'un grossiste ce dont on a besoin pour faire la réalisation sur le chantier. Donc, on a un fournisseur, Arcelor ou whatever.
qui nous livrent. On fait le travail en atelier et après on va poser sur le chantier. Donc la logistique, elle est minimale. Elle est nécessaire, mais elle est minimale. Pour ce qui est du réemploi, voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai considéré la totalité en fait, de ce qu'on pouvait faire quand on est un acteur du réemploi de l'acier. Ce qu'on voit là, c'est un truc hyper idéal. En fait, c'est vraiment l'étape ultime du développement d'une boîte qui fait du réemploi de l'acier, avec donc tous les flux logistiques qui sont liés. On va voir ça un petit peu plus dans le détail rapidement. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a l'atelier. On va aller chercher des gisements. Donc, dans les gisements, il faut aller sur place, il faut aller louer du matériel, etc. Ensuite, le gisement, ça va repartir à l'atelier quand on a besoin de faire ce qu'on a à faire. Ça peut aussi partir de l'atelier jusqu'au chantier. Ça peut aller du gisement, j'ai marqué usine de reconditionnement, on peut dire unité de reconditionnement, parce que évidemment aussi dans le réemploi de l'acier, il y a cette notion de reconditionnement et de requalification des aciers. J'y reviendrai aussi, avec le point central qui est évidemment le point de stockage. Comme le disaient Noé et Hugo, il est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir une unité globale qui regroupe toutes les activités en Île-de-France. Que ça soit nous chez General Metal à l'époque ou Métamo par exemple ou d'autres acteurs qui sont en province, ils sont encore atomisés géographiquement. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté il y a l'atelier, de l'autre côté il y a le point de stockage. Si on veut créer une usine, une unité de reconditionnement, on va essayer de la faire coller géographiquement à l'endroit où il y a le stockage, mais c'est pas forcément évident. Donc aujourd'hui, la situation fait qu'on est extrêmement dépendant d'une logistique de transport et donc c'est quelque chose qu'on a vu aussi en introduction qu'il faut optimiser. Il y a un élément quand même aussi très très important à comprendre, c'est que en ce qui nous concerne en tout cas, pour les acteurs du réemploi de l'acier, on est des TPE. Donc il y a plein d'activités, il y a plein de métiers nouveaux qui n'étaient pas forcément intégrés quand on est parti la fleur au fusil, comme ça, on va faire du réemploi, c'est génial. Et puis on est confronté à une réalité qu'on ne connaît pas, à des métiers qu'on ne connaît pas. Alors conduire un camion, ça ne nécessite pas forcément un savoir-faire à part le permis ou alors le CACES pour manipuler des manitou, etc. Mais ça veut dire qu'il faut repenser complètement son organisation, qu'il faut repenser aussi, qu'il faut éventuellement, effectivement, dire à un gars qui est à l'atelier, bah, tiens, tu vas faire un peu de transport, etc. Donc il faut être polyvalent. Pour ce qui est, par exemple, de la collecte des gisements, je ne sais pas si vous voyez très bien sur les photos, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'on est gentiment invité par les démolisseurs ou les cureurs à venir faire la dépose nous-mêmes. Donc cette phase-là, c'est de la logistique. C'est-à-dire qu'il faut aller sur place, sur le chantier, il faut louer des engins de levage, il faut louer des nacelles, il faut louer des trucs, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a toute la phase d'installation de chantier, de l'achinement des machines, et puis de transport pour évacuer les gisements. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, voilà, on le voit là, pas très bien, mais c'est des grosses poutres là, qui sont posées par terre dans des grosses flaques d'eau. Donc, c'est pas toujours très, très confortable d'aller récupérer des trucs, mais bon, on le fait quand même. Là, c'est pareil, on va aller chercher des éléments au pied de chantier, mais ça nécessite aussi une évacuation. Donc, soit en direction directement de l'atelier si on a besoin immédiat, soit vers le lieu de stockage. Ça, c'est pour la partie collecte du gisement. La partie stockage, bon, là, on a une photo de ce qui était de notre ancien entrepôt. Donc, on a parlé des flux, etc. Est-ce qu'on stocke ou est-ce qu'on essaie justement d'attribuer un gisement directement à un projet? Ça n'existe pas. En fait, effectivement, il y a forcément une période tampon. On va être obligé de stocker. Nous, quand on a commencé, on était parti sur la stratégie, ce qu'on appelle le trésor de guerre, ce que Jean m'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire on prend quoi qu'il arrive et puis on verra ce que ça devient. On s'est rapidement aperçu qu'effectivement, on se retrouvait avec des trucs sur les bras dont on ne savait pas quoi faire. Donc il y a tout. Après, effectivement, au bout d'un certain temps, une phase de délestage, on va se dire la mort dans l'âme,
ces dizaines de garde-corps, là, on va les mettre au recyclage parce qu'on ne sait pas quoi en faire, personne ne nous les demande. Mais on voulait se mettre en position de pouvoir répondre le plus rapidement possible à une demande. Donc on avait accumulé. Donc quand on dit accumulé, c'est de la place, c'est effectivement du foncier, etc. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet aussi, qu'il faut qu'on découvre aussi au fil du temps, parce qu'on n'est pas des logisticiens, encore une fois, on n'est pas des spécialistes. Donc c'est des métiers qu'on découvre et c'est des organisations qu'on découvre. Donc voilà, pour le stockage, encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, soit vous êtes riche, à ce moment-là, vous ne faites pas de réemploi, soit vous êtes en province, et auquel cas, avec un peu de chance, vous pouvez tout regrouper au même endroit, parce que c'est ça finalement, la feuille de route que j'évoquerai tout à l'heure de tous les acteurs du réemploi de l'acier, de la structure métallique. On converge tous vers le même objectif, c'est-à-dire créer une unité qui permette à la fois d'avoir l'atelier, le stockage, l'unité de reconditionnement au même endroit. Évidemment, ça paraît logique. Pour ce qui est effectivement d'un déploiement comme ça en Ile-de-France, c'est totalement impossible. Donc, il faut pouvoir s'adapter à cette situation parce que, encore une fois, on a créé les choses en avançant et en découvrant les choses au fur et à mesure. Donc il faut, plutôt que de partir de haut comme ça et puis de créer ex nihilo une structure où tout est efficace, ben non, on met des briques les unes sur les autres et puis on voit comment ça marche, on voit comment on peut les ajuster. La phase de reconditionnement, de requalification. Alors pour l'acier, c'est un peu particulier parce que finalement, c'est des choses qu'on fait assez naturellement, sans avoir attendu que certains organismes nous obligent à le faire, même si aujourd'hui, effectivement, il y a ce qu'on appelle le référentiel du CTICM. Donc le CTICM, c'est un peu notre Vatican à nous, c'est le centre technique de la construction métallique, qui a sorti un référentiel qui indique aux acteurs du réemploi comment requalifier, selon quelles options et quelles modalités reconditionner l'acier. C'est plus contraignant qu'autre chose, et quand on va vraiment dans le détail, on s'aperçoit que finalement c'est juste là pour emmerder le monde, et puis ça ne sert pas à grand chose. Parce que de toute façon, pourquoi ? Parce que on fonctionne, il y a tellement de gisements disponibles en acier qu'on ne va pas aller chercher des aciers qui datent des années 50 ou 70, on va prendre des choses qui sont récentes. Et donc, il n'y a pas besoin de reconditionner ou de retravailler ou de vérifier ou de faire des tests en laboratoire sur une poutrelle qui a 20 ans. Parce que 20 ans à l'échelle de l'acier, c'est que dalle. C'est une poutre qui sort de chez Arcelor, c'est 100 ans la durée de vie. Donc, on a de la marge. Néanmoins, pour assurer toutes les parties prenantes d'un projet, que ce soit la MOA, la MOE, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, on passe de toute façon par cette étape. Ça aussi, c'est de la logistique. On peut après dimensionner les différents outils pour sabler, grenailler les éléments métalliques, puisque c'est de ça qu'il s'agit finalement. Donc vous avez les petites sableuses mobiles là, qu'on peut emmener sur les chantiers pour nettoyer les trucs. Vous avez un container de sablage qu'on a utilisé pour emmener sur un chantier. Donc vous avez arrivé votre container, dedans il y a le matériel nécessaire pour sabler, donc c'est du semi-temporaire. Vous êtes là sur un chantier d'un an et demi, vous amenez votre container, et puis après, là on ne le voit pas très bien, mais vous avez l'énorme machine là qui fait 15 mètres de haut, et là effectivement c'est un tunnel de sablage, vous engagez des poutres de 10 mètres, et puis vous avez des pétards partout qui projettent de la grenaille pour nettoyer vos trucs, ça ressort comme neuf. Voilà. Pourquoi aussi faire cette étape de reconditionnement, c'est que derrière tout ça, il y a aussi la volonté d'être dans une partie de négoce, c'est-à-dire de créer ou de recréer un marché de l'acier d'occasion. Il y a aussi, on l'a vu sur la slide qui est ici, une partie qui est site marchand. La plupart des acteurs aujourd'hui du réemploi de l'acier ont créé leur plateforme qui permet de montrer à tous les acteurs de quoi on dispose pour faire des projets. Donc il y a toute une partie effectivement digitale qui a été évoquée tout à l'heure, et toute une partie effectivement toute une partie logistique qui est liée aussi à cette activité de vente en ligne finalement,
même si effectivement c'est pas un coursier qui va vous livrer votre poutrelle, mais ça sera un semi-remorque. Voilà, bon, c'est juste un changement d'échelle, mais le principe est le même. Enfin, pour terminer, parce que je dois aller, qu'est-ce qu'implique aussi la logistique dans le réemploi? C'est effectivement, ça a été évoqué précédemment aussi, des nouvelles activités, des nouveaux métiers. Encore une fois, on est une TPE, enfin, la plupart des acteurs sont des TPE, donc il faut pouvoir soit être polyvalent, soit pouvoir recruter, soit pouvoir totalement modifier, enfin en tout cas en partie modifier l'organisation de la boîte, faire appel à une sous-traitance de façon plus importante qu'avant. Moi je pense essentiellement effectivement aux transporteurs pour ce qui est par exemple des semi-remorques. Bon ben voilà, tout le monde, on peut pas avoir à soi quand on est une petite boîte une semi à disposition, donc il faut faire appel à de la sous-traitance. Et puis aussi, effectivement, vous avez vu l'entrepôt tout à l'heure, il y a un pont roulant, donc ça veut dire que quand on va chercher des éléments, il faut au minimum 2 collaborateurs pour des raisons de sécurité. Et donc, en journée homme, ça veut dire que vous allez faire une rotation à 100 km de là pour aller chercher vos trucs. Et c'est une journée à 2 personnes. Voilà, donc ça aussi quelque chose qu'il faut pouvoir intégrer. On en revient toujours au sujet central finalement, qui a déjà été évoqué avant et que j'ai évoqué aussi précédemment dans cette petite présentation. Le sujet du foncier, c'est un sujet central quand on fait du réemploi. Le constat, c'est qu'effectivement, il est totalement impossible aujourd'hui de faire cette activité-là en Île-de-France. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Tout devrait être au même endroit, mais voilà, aujourd'hui, on fait effectivement avec ce qu'on a. Donc, on est obligé de composer avec la multiplicité des sites, ce qui est une contrainte qui, normalement, ne devrait pas exister, mais auquel on doit être... voilà, on est une belle araignée là. Voilà. Excusez-moi. Voilà, j'ai terminé. Et finalement, je suis dans les temps. C'est toujours le dernier qui...